Je vous propose de continuer à parler de défiance et de confiance. La confiance qu'exalte Xi Jinping s'oppose à la défiance suscitée en Occident par une certaine interprétation des droits de l'homme. Le problème de ces droits de l'homme, le problème de la défiance que suscitent ces droits de l'homme n'est donc pas spécifique à la Chine. Alors, je dois dire, avant d'entrer dans l'analyse philosophique, que sur le plan historique ou politique, la Déclaration des droits de l'homme a été intégrée à la Constitution chinoise en 2004. Néanmoins, il faut rappeler que, en soutien de l'argumentaire confucéen, l'argumentaire marxiste à propos de la question juive avait développé sur cette question une démonstration par l'absurde contre tout contrat fondé sur la défense des libertés individuelles à cause de ses effets dissolvants sur le corps social. Je parle de démonstration par l'absurde parce que si vous voulez, tout se passe comme si, pour le résumer, il y avait une espèce d'absurdité à vouloir fonder le contrat social sur la défense des libertés individuelles. La doctrine des droits de l'homme favorise la domination bourgeoise individualiste pour Marx. Elle obscurcit la formation d'une conscience prolétarienne collective. Marx écrit que, avant tout, nous constatons le fait que les droits de l'homme par opposition aux droits du citoyen, ne sont rien d'autre que les droits du membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire de l'homme égoïste, de l'homme séparé de l'homme et de la communauté. Fin de citation. Et dans la société bourgeoise, je cite encore Marx, le seul lien qui unit, c'est la nécessité naturelle, le besoin et l'intérêt privé, la conservation de leur propriété privée et de leur personne égoïste. Fin de citation. La société bourgeoise, réduite à des liens d'intérêt égoïstes, ne peut donc plus susciter la moindre confiance chez Marx. Au contraire, le paradigme socialiste s'efforce de convertir toutes les parties à l'intérêt du tout et de convertir même, par l'inspection disciplinaire du Parti communiste chinois dont Zhao Leji est le secrétaire, jusqu'aux éléments corrompus de l'appareil politique affecté à cette mission, car le paradigme socialiste postule que la société satisfait mieux les intérêts humains fondamentaux quand elle s'appuie sur un calcul d'intérêts collectifs que lorsqu'elle s'appuie sur le primat de la défense des libertés individuelles, des libertés fondamentales comme on l'appelle. Soupçonné de mystifier l'égoïsme universel et la déloyauté qui atomise la société, car cet égoïsme, mais cela revient au même, entretient la défiance. Tel est le paradoxe de toute pensée du contrat qui veut défendre les libertés fondées sur l'égoïsme de l'individu sacralisé. Elle entretient donc le ver de la défiance dans la pomme de la liberté. Une telle société contient en elle-même le principe de son autodissolution, le principe de sa propre négation. Et c'est pourquoi, je crois, on pouvait parler de démonstration par l'absurde. Et c'est pourquoi, s'il y a un peuple chinois aspirant à la liberté, ce sera une liberté collective qui n'aura pas pour but de défendre des libertés individuelles. Le problème de la défiance à l'égard de ces libertés individuelles n'est donc pas spécifique à la Chine, on pourrait dire qu'il est commun à tous les pays qui reposent sur l'axiome du socialisme, c'est-à-dire d'une pensée de la politique qui s'enracine dans une réflexion sur l'intérêt collectif. Mais en tout cas, ce problème de la défiance se pose en Chine d'une manière originale. Le chapitre 9 du tome 2 de la gouvernance de la Chine analyse les caractéristiques culturelles chinoises d'une confiance et ses effets sociaux, les effets sociaux qui en sont attendus sur le plan politique. Dans la pensée de Confucius, c'est la confiance qui était la valeur suprême, permettant de discriminer la bonne manière de gouverner.
puisqu'il n'y a chez Confucius aucune réflexion sur la bonne forme de gouvernement, mais seulement une réflexion sur la bonne manière de gouverner. Cette confiance, c'est une valeur supérieure aux compétences économiques ou militaires, par ailleurs si prisées d'une doctrine qui valorise la sécurité matérielle, comme le confirme ce passage des entretiens de Confucius que je cite. Zigong interrogea Confucius sur l'administration des affaires publiques, et celui-ci répondit « Il faut s'assurer que les vivres ne manquent pas, que les forces militaires soient suffisantes et que le peuple ait confiance en ses dirigeants. » Question. Au cas où l'on est forcé de négliger un de ces trois facteurs, quel sera le premier auquel renoncer? Aux forces militaires, répond Confucius. Question suivante. Au cas où l'on est obligé d'en sacrifier un autre, quel sera ce deuxième? Les vivres, dit Confucius. La mort est inévitable depuis la nuit des temps, mais quand le peuple n'a plus confiance en ses dirigeants, on ne saurait exister. Fin de citation. C'est dans les entretiens, chapitre 12, 7e paragraphe. Donc sans confiance, les liens de solidarité qui donnent à la vie humaine son sens proprement humain sont fragilisés. Le besoin de confiance, xin en chinois, xin, se déduit du sens de l'humain, du zhen. Cette qualité qui fait l'humanité de l'homme, qui le fait homme par la force du lien qu'il tisse avec les autres. La confiance est facteur de sécurité, et l'insécurité qu'engendre la défiance rend la vie encore moins désirable que la mort, selon Confucius. La confiance est présentée comme ce qui caractérise la vie proprement humaine, c'est-à-dire une vie de relation, et la mort comme préférable à une vie sans confiance. De sorte qu'il faut préciser que si la liberté est inscrite parmi les 12 valeurs fondamentales du socialisme à la chinoise, elle n'y tient pas le rang de la confiance, qui est en quelque sorte présupposée à toute la liste, résonnant tout particulièrement dans cette liste avec civilité, harmonie, justice, dévouement, intégrité et amitié. Xi Jinping l'ayant promu pour, je le cite, renforcer la confiance des Chinois dans leur propre culture. Vous trouvez ça notamment au chapitre 9 dans la gouvernance de la Chine, page 313. Il s'agit aussi de remédier à cette érosion relative de la culture chinoise après quelques décennies d'influence libérale. Et évidemment, après le siècle d'humiliation, comme on l'appelait, 1842-1949. En Chine, en tout cas, la confiance, désormais, et l'unité précèdent la liberté. Alors, pris séparément, des modèles politiques fondés l'un sur les libertés, l'autre sur la confiance et l'unité, ne semblent pas immédiatement contradictoires. La liberté n'exclut pas la confiance et la confiance en soi n'exclut pas la liberté, mais les chaînes de pensée qui se déduisent de priorités axiologiques aboutissent finalement à des contradictions qui les rendent incompatibles et qui expliquent, me semble expliquer, les malentendus. Et la plus frappante de ces contradictions me semblant être qu'une morale de la confiance puisse sonner comme une menace pour nos libertés fondamentales. Est-ce que cette morale de la confiance n'est pas le cache-misère d'une dictature déguisée ? Bon, comme je n'ai cessé de le montrer, il y a derrière toute question posée à la Chine, aux aguets, la question, l'objection, la dénonciation de la dictature. La Chine nous explique à la suite de Marx qu'il y a des raisons de se défier d'une interprétation libérale de la doctrine des droits de l'homme. Eh bien, en retour, l'Occident, dans une espèce de miroir, de jeu de rivalité mimétique, pour parler comme René Girard, en retour, évidemment, l'Occident suspecte cette morale de la confiance, cette morale de l'unité, d'être en Chine
Alors, Xi Jinping prend cette objection toujours possible, cette objection perpétuellement aux aguets pour l'expression d'un malentendu qu'il s'agit de surmonter, de dissiper, et pour tenter de sortir de ce malentendu, Xi Jinping recourt à la théorie des jeux, spécialement quand il s'adresse à un public international pour lequel le confucianisme, c'est-à-dire la morale confucéenne de la confiance inspirée du confucianisme, n'a pas évidemment la puissance de légitimation d'une théorie mathématique occidentale. Il s'en sert d'instrument, il se sert de cette théorie des jeux comme d'un instrument pour reformuler les enjeux de la coopération et de la confiance, contre évidemment l'hégémonisme ou l'égoïsme. Alors, je vous propose d'en parler plus précisément dans une prochaine discussion, et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.